Bonjour à tous, c'est Christian Chauvillot. Aujourd'hui, je vous propose un petit reportage que nous avons fait à Troyes avec Jérémy Musiani et Clément l'explorateur, dont vous allez pouvoir découvrir les vidéos également sur sa chaîne. Je vous donnerai le lien dans la description, ainsi que Jérémy Musiani qui fait lui depuis longtemps des vidéos plutôt sur la musique. Voilà, sans plus attendre, laissez-vous entraîner. Nous allons partir dans l'arrière-pays varois. Suivez-nous. Aujourd'hui donc nous allons faire une vidéo sur le site des mines de bauxite du Caramy, qui se situe à Mazog, petit village de l'arrière-pays varois. Donc notre interlocuteur et présentateur principal étant Jérémy Musiani, dont son grand-père a travaillé sur ce site il y a de nombreuses années, et également Clément l'explorateur, dont vous verrez également ces vidéos. D'ailleurs, je vous mettrai dans la vidéo le lien des deux chaînes, et de Jérémy et de Clément. Et bien entendu, Christian. Donc Jérémy, alors on se retrouve dans un endroit qui est fort joli. C'est tout plat d'abord, il faut le dire. Un temps magnifique. Son droit. La nature a retrouvé ses droits parce qu'ici, effectivement, il y avait une grosse exploitation. Il y a un bâtiment. Alors, est-ce que tu peux nous dire, Jérémy, qu'est-ce que c'est que ce bâtiment qui est fort délabré actuellement? Alors le bâtiment qui est juste là, déjà il faut imaginer un petit peu comme c'était avant. C'était donc un grand terre-plein bien plat où il y avait du goudron, où on stockait des camions, des wagonnets pleins de bauxite qui étaient extractés et qui étaient récupérés dans la galerie de mine qui est juste derrière le bâtiment. Et en fait ce bâtiment là c'était le bâtiment de maintenance où il y avait donc tous les mécanos, et c'est là qu'on réparait les wagonnets. C'est ici aussi qu'on récupérait, donc une fois que les wagonnets sortaient de la mine, ils rentraient dans ce bâtiment là, ils étaient chargés dans les camions, et donc il y avait des rails un peu partout là. On ne pourrait plus expliquer exactement où étaient les rails, mais enfin voilà. Et donc c'est là où on peut retrouver le bureau de mon grand-père qui était chef mécano. Ah, ton grand-père, oui, c'est très intéressant chef mécano pendant la mine. Et du coup donc son bureau était juste là, on va le voir tout à l'heure. Oui. Et donc c'est lui qui m'a un peu raconté comment tout ça se passait. L'historique. L'historique, oui, on attend ça d'ailleurs avec impatience. C'est important. Même, oui, déjà, quand est-ce que toute cette histoire a commencé de bauxite? Est-ce que c'était très important, quelque chose dans la région, ou c'était une toute petite exploitation? Déjà, il faut savoir que la bauxite elle a été découverte par Pierre Berthier en 1821 au Beau-de-Provence, et c'est de là que vient le nom de bauxite déjà. Ça vient des Beaux-de-Provence. Et en fait, il faut savoir que dans le Var, la bauxite s'est énormément développée. Donc on a eu les gisements de bauxite les plus importants du monde à une période, jusqu'à ce qu'en fait la concurrence étrangère détruise complètement la production française. Et donc on va voir comment est-ce que cette production qui était la première mondiale a par la suite disparu. Voilà, donc comment est-ce que cette production de plusieurs millions de tonnes de bauxite a finalement été réduite à néant. Voilà. D'accord. C'est intéressant de savoir également qu'il y a plusieurs gisements de bauxite dans tout le département. Donc il y en a même vers Toulon. Les derniers ont été creusés vers Toulon, mais ils n'étaient pas aussi productifs que celui des régions autour de Brignoles. Donc ici nous sommes sur Mazog, donc le petit village de Provence, et la mine qui était ici s'appelait la Baume Sud.
Et Oui. il y avait aussi électrochimie qui était un tuyau en dessous. Bon, il y avait plein de puits en fait différents qui creusaient tous vers cette même poche pour extracter toute cette bauxite. Et donc là, on est sur un des gisements les plus gros de toute la région, là, de toute l'histoire de la bauxite varoise. On est sur un des plus gros gisements. D'accord. Et cette aventure a commencé à peu près dans quelles années? Alors, je sais que Pélicon qui est une autre mine qui est plus dans le centre de Brignoles, donc il y a un autre gisement qui est beaucoup plus vieux, qui a commencé avant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc celui-ci, c'était une fois que les mines étaient bien mécanisées. Donc on est sur du 1950 ou il me semble peut-être un peu avant, mais voilà, c'est déjà dans la grande industrie qu'on est venu chercher ici. D'accord. Parfait. Et après, quand est-ce que ça s'est arrêté, tout cela? Puisque maintenant, évidemment, Alors, tout est à l'abandon. C'est à peu près Pardon 1980, 86. Ouais, 86 il me semble. Oui, 86, Ça a ouais. fini en 86, donc il y a même des photos qui sont assez intéressantes sur internet où on voit le dernier jour de travail des mineurs. Oui, Ils avaient fini plus tôt que le jour, que l'heure à laquelle ils devaient finir. Et donc on les voit ressortir du wagonnet et le dernier jour de travail. d'accord. Donc, Intéressant. Certains ont dû peut-être lâcher quelques petites larmes oui, parce en que effet. ça a laissé un grand trou dans l'économie varoise, Mm. et parce qu'il y avait énormément de travaux, énormément de postes. Qui étaient il me semble que quand ça battait son plein, ils étaient presque 800 employés, je crois. C'est fort possible ça. Ah, oui, ce qui fait, ça fait quand même travailler beaucoup de monde. Hein. Et bon, le gros des personnes employées sur Péchiné étaient sur Gardanne, dans la grande usine de Gardanne, qui transformait donc la bauxite en alumine. Mm. Et donc celle-là est toujours en activité à l'heure d'aujourd'hui, sauf que la bauxite elle vient du monde entier. Ouais. Et donc d'ailleurs c'est un train qui passe encore tous les jours, qui est rouge, on le voit pas, on ne peut pas le louper, il est immense, il est rouge et il arrive toujours dans cette usine. Et c'est de là que sort toute la grande pollution très connue des bourrouves dans les calanques, qui est en fait tout le reste, tous les résidus d'extraction du minerai pour faire de l'alumine, qui est ensuite déversé dans les calanques à plus de 300 mètres de profondeur, dans le parc Bravo. naturel. Et donc une des plus grosses pollutions européennes et un des plus gros carnages. Eh oui, oui, les fameux bouts rouges. Les fameux bouts rouges, voilà. Donc qui sont riches en oxyde de fer, en métaux lourds, quantium, plein de. Il y a énormément de produits chimiques dangereux. Et voilà. D'accord, merci beaucoup Jérémy. Bien, mais Jérémy, tu nous as parlé donc tu nous as dit que ton grand-père avait travaillé ici et donc que son bureau était quelque part dans ce bâtiment, malheureusement bien décrépit maintenant. Je vous emmène à l'investigation. Allez, nous te suivons. Donc voilà, donc là on rentre dans le bâtiment, dans le hangar. Il y a les deux bâtiments qui sont. Il y a trois bâtiments là, c'est trois ateliers. Et donc l'atelier de mon grand-père, il est tout le dernier, celui du fond. Là on peut voir qu'il y a tout un système de niveaux pour remplir ou déverser les wagonnets. Donc voilà le bâtiment du grand-père, D'accord. du chef mécano. Il était chef mécanicien, c'est ça? C'est ça. D'accord. Donc il réparait notamment les pompes, parce qu'il faut savoir que les mines de bauxite, il y avait un grand problème d'eau, comme on est, il y a la rivière qui est juste à côté, le Carami. Du coup il y avait beaucoup de résurgence, beaucoup d'eau qui était infiltrée dans la mine, et du coup il y avait des pompes qui pompaient tout le temps. Et donc mon grand-père il s'occupait de réparer les pompes quand elles tombaient en panne. De Il y avait tout le l'entretien. temps quelqu'un qui dormait au fond de la mine au cas où ça s'arrêtait, et puis donc ça tournait, il y avait trois postes, un poste de journée, un poste en pleine nuit et un poste entre les deux. Et du coup, voilà, il fallait toujours garder les pompes actives, sinon la mine se remplissait d'eau. D'accord. Et oui, et donc tout se noyait. Voilà. Voilà donc ce fameux bureau, effectivement quelque peu tagué aussi. 26 ans. Ah, 26 ans. Où sont mes 26 ans? Donc on voit il y a le rail qui continue, et si on suit le rail, on arrive à l'entrée principale de la mine où
où les wagonnets descendaient. Donc je crois que cette galerie-là descend à 300 mètres. 300 mètres de profondeur. Mais c'est pas une descente droite, comme on pourrait dire, hein, comme les puits qu'il y a par exemple des mines de charbon sur Gardanne. Donc là, c'est une descente douce. Allez, je sais plus, je pourrais pas dire quelle est la pente, mais en tout cas, ça descend pas comme ça à 90. Et donc voilà, ça descend à 300 mètres, ça va dans la colline, quoi. Et il y avait sûrement une autre galerie dans l'autre sens qui partait pour rejoindre toujours cette partie-là de. On va s'avancer. Et voilà donc l'entrée principale qui a été complètement colmatée apparemment, bouchée intentionnellement. Peut-être avec les morceaux qui faisaient le bâtiment avant, le béton. Oui, on voit quand même, on peut deviner l'angle de descente de la galerie qui serait de l'ordre de combien 25-30% à peu près, comme ça à vue de nez. Voilà, je pense que le premier problème de ces mines, c'était l'eau, surtout ici. Et du coup, ils étaient tout le temps trempés, tout le temps. Et du coup, les conditions de travail, c'était très difficile parce qu'ils rentraient le matin et ils ressortaient le soir, trempés, plein de boue, et ça se suintait dans tous les sens. Du coup, c'est pour ça qu'il y avait toutes ces pompes là pour récolter toute cette eau. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les galeries sont à 85% immergées. Et ça fait une belle réserve d'eau souterraine. Voilà. Est-ce que ça serait pas l'eau qui était avant dans la rivière, avant qu'il y ait toutes ces mines? Possible aussi. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a un niveau qui est vachement bas. Oui. Est-ce que ce serait pas lié? Il y a des chances. Bien, Clément, on se retrouve à l'entrée de la fameuse mine de bauxite qu'on aperçoit là-bas. Donc nous avons déjà préparé le terrain, on a ouvert la porte. Et dans un cadre magnifique que sont les gorges du Carami, dont nous avons déjà parlé. Alors Clément, qu'est-ce qu'il y a exactement dans cette galerie de mine? Alors, c'est une galerie de mine en fait qui a été construite assez récemment, enfin dans les années à peu près 80-90, vraiment sur la fin on va dire de la production, parce que c'est une galerie en fait qu'ils ont faite pour voir s'il y avait la bauxite sur dans l'endroit, mais c'était vraiment une période de fin de la production de bauxite, voilà. D'accord. Bien. Alors, est-ce que tu sais que dans cette galerie, qui a été plus ou moins murée et fermée par cette porte métallique fort solide, pourquoi il y a une porte et non pas, ils n'ont pas muré directement cette entrée comme beaucoup de mines dans les environs? Alors, ah oui, c'est parce que des spéléologues ont découvert le réseau Sabre en fait, qui est un réseau très important dans le Var. Et pour laisser l'accès aux spéléologues qui avaient envie de découvrir la suite du réseau, ils ont donc laissé une grille qu'il suffit d'ouvrir et qui nous donne l'accès à un immense réseau de plusieurs kilomètres et qui est très important et qui a en fait été découvert par des spéléologues de Tourves. Donc ce réseau, c'est le réseau Sabre. C'était des collégiens même, des voilà, très jeunes garçons. Des étudiants, oui, voilà. Ils étaient trois. Oui. Oui, en fait, ils l'ont découvert en 1960, si je me souviens bien. Et ces jeunes ont trouvé à peu près 1,5 km de galerie après avoir, en fait, par une entrée naturelle, une résurgence de la fond noir. La grotte s'appelle comme ça, qui est plus bas, en contrebas dans les gorges. Ils ont désobstrué cette entrée qui se trouve plus bas en contrebas dans les gorges du Carami. Et en désobstruant cette entrée, ils ont trouvé un puits. Ils ont descendu ce petit puits et ils sont arrivés dans une salle, par le plafond,
et ils ont trouvé quelque chose d'étrange, ils ont découvert un sabre. Un vrai sabre, c'est pour ça d'ailleurs que le réseau a été appelé le réseau sabre. Alors que faisait ce sabre? Comment est-il arrivé là? Voilà, Nul ça. ne le sait. Peut-être il est arrivé par l'entrée naturelle quand à un moment de sécheresse exceptionnelle, quelqu'un serait rentré, on ne sait pas. Enfin, toujours est-il que le réseau a été découvert comme cela. Donc ils ont exploré 1500 mètres de galerie pendant une petite année, même 3-4 ans. Et après, devant l'énormité de la cavité, ils ont fait appel à un club de Marseille, Spéléo, et en collaboration avec eux, après plusieurs dynamitages, ils ont réussi encore à développer la grotte de plus de 2 km. Et il y a encore, bien entendu, des nouveautés qui ont été découvertes. Mais là, il y a beaucoup de passages en plongée sous-marine, souterraine et sous-marine. Et là, ça rentre dans vraiment le professionnel spéléo, quoi, comme on pourrait dire. Qu'est-ce ceci? Eh bien ça, c'est quelque chose de plus moderne que ce qu'avaient nos exploitants de mines, surtout dans les temps anciens. C'est une fameuse lampe à carbure de calcium. Alors, le carbure de calcium, c'est une production de haut fourneau. C'est une pierre qui est extrêmement dure à casser. Elle se dissout à l'air ambiant, parce qu'elle craint énormément l'humidité, et bien entendu, l'eau la désagrège complètement. Par contre, en se désagrégeant, ce carbure de calcium dégage un gaz très connu qui s'appelle l'acétylène. L'acétylène qu'on retrouve dans les bouteilles, notamment chalumeau oxyacétylénique. Simplement que là, il va être créé véritablement en fonction des gouttes d'eau qui vont tomber, parce que ça, c'est une réserve d'eau qu'on remplit par ici, par ce petit orifice, on va vous le faire voir. Et ici, nous avons un robinet à pointeau qui va laisser goûter par ici des petites gouttes d'eau qui vont tomber sur le carbure. Et bien entendu, vous avez tous compris que ça va créer un gaz qui va ressortir, l'acétylène qui va ressortir par ce tuyau. Le tuyau, à ce moment-là, nous avons un casque. Ce tuyau, donc, on va le raccorder à l'orifice de la lampe. Le gaz va être acheminé jusqu'à ce bec, qui est un bec. Il y a différents becs pour des litrages différents et donc des éclairages plus ou moins puissants. Plus le débit est important, plus l'éclairage est fort. Et évidemment, plus vous consommez également du carbure. Mais ça dure très longtemps. En moyenne, une lampe comme ça fait largement 7 ou 8 heures. Il y a un aménagement beaucoup plus moderne, qui nous vient un petit peu d'un certain spéléologue appelé Robert de Joly, qui avait déjà inventé ça il y a un certain paquet d'années. C'est un piézo-électrique, tout simplement. Une petite pichenette, et donc votre bec s'allume. Il y a évidemment un éclairage électrique aussi de secours. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que petit à petit maintenant, même les spéléologues abandonnent ce système d'éclairage, pourtant très puissant, très performant, au profit des lampes LED, qui sont évidemment moins salissantes et qui produisent moins de fumée également et qui noircissent moins les grottes. Parce que là, ça peut charbonner et évidemment, ça pollue. La chaux également générée par le carbure en décomposition est un élément qu'il faut à tout prix sortir des gouffres et des grottes. Alors, on va procéder rapidement au remplissage de la lampe. On la fait fonctionner. Alors, on verse de l'eau, tout ce qu'il y a de plus simple dedans. Bon. Il y en aura assez pour l'exploration, je pense. Oui, c'est quasiment plein. On referme le petit bouchon et on ouvre ici abondamment le robinet. Voilà quand ça marche.
Voilà quand ça fonctionne. Je te mets ton bazar par là, là. Rentre-le peut-être un peu dedans. On est dedans. Ouais, ouais. Ah, comme vous, c'est t'as pas mal. Pas mal. Tadam. Ça vaut le coup d'être Indiana Jones, là, comme musique. Montage. Allez, à nous la tête. Ça rend super bien les prises de vue. Ah, c'est magnifique. Fameuse galerie de mine. J'avoue, c'est chaud. En avant, il y a le trésor des Templiers. Ah, là c'est Templier. Hop. Voilà. Ah, je peux lever la tête. Oui, le plafond est un peu bas au départ. Et après, ça se rehausse. Je vais laisser ça. Je vais essayer de les cramer d'abord. Ouais. Je vous laisse vous éloigner un petit peu, comme ça on va avoir une meilleure idée de... Au sol, on découvre ce qu'on appelle des micro-gours. C'est des petits gours, mais microscopiques, qui ont été faits par le ruissellement de l'eau, en fait. Ici, c'est beaucoup plus voyant. Il y a des passages particulièrement boueux par endroits. Vous voyez quand même que c'était bien taillé, hein, pour l'époque. Nous avons Clément qui arrive. Là, on voit toutes les petites gouttes au plafond qui brillent avec la lumière. Hein. Petites gouttes d'eau. Ça fait comme si c'était un petit peu du cristal allumé. Là, la galerie est un petit peu plus difforme. Et attention, nous arrivons au fameux réseau sabre, enfin, du moins, pardon, l'entrée du naturel qui a été recoupée par cette galerie de mines, de bauxite, et qui, évidemment, là, il nécessite des agrès spéléologiques pour pouvoir mettre... Donc il faut mettre une corde hein, et descendre là-dedans parce que bon, en escalade et en désescalade, c'est quand même un petit peu scabreux pour pouvoir s'en sortir. Alors les spéléos utilisent ceci, des spits, hein, où ils vont visser une plaquette, au bout de la plaquette un mousqueton, et puis le mousqueton évidemment va tenir la corde. Il y en a plusieurs évidemment, hein, par sécurité. Voilà, et c'est ici donc qu'on peut accéder, c'est une des entrées pour pouvoir accéder au réseau sabre. Vous faites de la spéléologie minière. Alors effectivement, là on voit bien plus qu'on est dans une galerie de mine, puisque on a ces fameux supports. Alors je ne sais pas ce que ça supportait. Jérémy, peut-être Aucune idée. un petit train avec un petit wagonnet, des petits
sait pas trop. Alors effectivement, là on voit bien plus qu'on est dans une galerie de mines, puisque on a ces fameux supports. Alors je ne sais pas ce que ça supportait. Jérémy, peut-être Aucune idée. un petit train avec un petit wagonnet, des petits... On ne sait pas trop. Hein? Vu l'état du métal... Ah. Vu l'état du métal, c'est pas depuis hier qu'ils sont là. Ah oui. En fait, on arrive dans un endroit où la galerie de mine a recoupé une faille souterraine, naturelle, elle par contre. Ça fait une genre de cheminée remontante qui va quand même très haut. Je me demande si elle ne rejoint pas le haut là. Et nous avons une magnifique pendeloque, stalactite importante, ce qui prouve que c'est pas depuis hier que l'eau tombe ici, hein, que l'eau ruisselle ici, pour avoir créé une telle chose. Et boueux et glissant. Il y a tout complet. Par contre, je vois ça depuis tout à l'heure, je sais pas ce que c'est. Eh bien ça c'est des... ça peut être soit des déchets, enfin, qui ont en tout cas moisi. Hein, on voit bien la moisissure qui s'est produite par-dessus. Je sais pas du tout ce que c'est. Alors, ça peut être des excréments. Ou ça peut être ça également un petit animal qui serait mort ici. Et donc évidemment, ça fait des moisissures qui font des excroissances. Suivant notre petite exploration. Je tiens quand même à souligner. Alors ici, On rejoint notre mine en fait. Hein. ici, il y a une étrangeté. Et effectivement, oui, c'est une genre de bouche d'aération. Vous pouvez le voir. On fait « Allô ?» Bon, il n'y a pas de réponse. Mais ça rejoint effectivement l'autre galerie, hein, qui est à côté, qui est parallèle. Hein. Les grandes bêtes, là. Vous avez soif. Bien là, on continue d'avoir ces supports métalliques. Long, est-ce que ça portait des chemins de câbles peut-être? Ouh, ça sent pas bon. Et non, c'est très délicat. Après, il faudra prendre le matériel à Clément. Voilà, C'est lourd. Non, le chien, tu t'en vas. Viens ici. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Hop, 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 hop. Oh, les lunettes. Ah. Oh, la tête. T'as bien. Oh, heureusement qu'il a fourni le casque. Hein. Ah, attends, fais voir ta caméra. Ah ouais, vas-y. Oui, là, il vaut mieux tout passer parce que... Donc, nous reprenons notre petit voyage beaucoup plus agréable. Ah. Ça fait du bien.
Ah, nous avons trouvé un magnifique crapaud. Il est coincé, non? Non, non, je pense pas. Il cherche à se cacher. À se cacher. Heureusement que je ne l'ai pas vu. Hein. Bon, je crois qu'il s'en prend assez plein les yeux. On va peut-être le laisser tranquille. Ouais, les strates sont carrément presque horizontales là d'ailleurs. Ah ouais, c'est dingue. Ah, mais c'est élevé. On dirait qu'il y a des plaques posées les unes sur les autres. Ouais. Différentes couleurs d'ailleurs. Du plus bel effet. Et là, nous arrivons à la sortie. Tu peux leur faire croire que... Ils ont fermé qu'on a traversé, tu sais. Nous voilà à Simiane.